Accord, corps, corps à corps. Et donc je disais, ce scandale, les dons d'ovocytes, j'ai été alertée par Laurence Beneux, qui est rédactrice en chef adjointe de François, le journal François, et auteur de ce livre, Le livre de la honte, les réseaux pédophiles aux éditions Le Cherche Midi, enfin entre autres, puisqu'il y a d'autres livres pour lesquels nous vous avions reçu également Laurence Beneux. Bonjour Laurence Beneux. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Donc c'est vous qui avez sonné le tocsin cette fois-ci pour cette affaire des dons d'ovocytes qui est complètement inconnue, qui n'est pas traitée du tout dans les médias. Encore une fois, on en parlait juste avant. Et pour en parler, nous sommes également avec une gynécologue qui connaît très bien aussi ce sujet, qui va pouvoir témoigner auprès de nous. Bonjour Dominique Cressinu. Bonjour. Et bonjour et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors je reprends cette affaire en citant l'article de Laurence Beneux dans François. L'agence de biomédecine encourage le don d'ovocytes, un protocole douloureux, dangereux pour la santé et parfois mortel. C'est votre article, Laurence, du 19 avril dernier. Et je cite le début. En octobre dernier, donc, l'agence de biomédecine a lancé une nouvelle campagne. La campagne, c'est ça, écoutez bien, chers amis, faites des heureux, faites des parents. Voilà, c'est le nom de la campagne de cette agence de biomédecine. Enfin, c'est l'intitulé. Lancé donc en octobre dernier pour encourager les femmes et notamment les jeunes à faire des dons d'ovocytes. Ce sont les étudiantes, vous le dites, hein, qui sont visées, puisque sur cette page internet du site qui est dédiée à cette campagne, on peut lire le slogan « Vous ne voulez pas d'enfants ? Eh bien faites des parents ». Lorsqu'on est étudiante, on n'a pas forcément envie, du moins dans l'immédiat, d'avoir des enfants. Je cite toujours la campagne, hein. Mais en donnant vos ovocytes, vous offrez à d'autres le bonheur d'être parent. Voilà. Vous ne voulez pas d'enfants, faites des parents, comme c'est joli. Et pourtant, ça pose des questions. Laurence Beneux, avant de donner la parole à Madame Cressinu, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous avez vu à travers cette campagne et les problématiques que cela pose? En fait, vous venez vraiment de le dire, hein, là, c'est très clairement des jeunes qui sont ciblés et c'est rien de dire que le site est laconique sur les risques et il faut savoir que le don d'ovocytes, c'est pas anodin du tout. Enfin, le docteur Crestini en parlera mieux que moi, mais Bien sûr. voilà, c'est quand même un protocole qui, donne, enfin, qui a certains dangers. Y compris d'ailleurs pour éventuellement la fertilité des jeunes. Ça pourrait être aussi des fois, faites des parents, mais ça diminue vos chances d'être parents Vous-même vous-même. parent, oui. Voilà, vous-même, parents plus tard et donc il y a alors si vraiment on va chercher les petites lignes sur le site, ils évoquent quand même un certain risque, mais vraiment, ils rentrent pas dedans et en gros, c'est, parlez-en au médecin, qui vous recevra, poser les bonnes questions. Sauf que pour poser les bonnes questions, il faut déjà savoir, normalement, c'est le médecin qui devrait amener, ces questions-là et voilà et on peut penser quand on va dans un centre de dons, le médecin, il va vouloir que vous les donniez vos ovocytes. Vous voyez d'ailleurs, ils sont très clairs sur le fait qu'il y a une pénurie et donc ils expliquent qu'il y a, 0,5 de risques graves. Mmh. Enfin de risque d'effets graves. Qu'est-ce qu'ils appellent des effets graves? Ouais. C'est même ça, Et puis même, qu'est-ce c'est que c'est qu'une pénurie quand, c'est normal qu'il y en ait pas puisque c'est difficile de faire un don? Enfin, ça pose aussi des questions. Alors, je me tourne vers, docteur Cressini d'abord, on va commencer par des choses très simples. Peut-être rappelez-nous ce que c'est que les ovocytes, à quoi ils servent et comment ça fonctionne avant qu'on aille sur le don d'ovocytes? Alors, chaque jeune fille naît avec, en général, quand elle n'est pas normale, des ovaires. Ça s'appelle les gonades. Les ovaires synthétisent des ovocytes, c'est-à-dire des follicules qui deviennent des ovocytes. L'ovocyte, c'est ce qui va sortir par ovulation et il va devenir, quand il sera fécondé, un ovule. Mmh. Donc, il y a toute une maturation ovocytaire qui va se passer à partir du début de la puberté, mais la petite fille, elle naît avec son stock d'ovocytes. Et ça, on ne le sait pas à l'avance. D'ailleurs, quand une femme vient nous voir parce qu'elle a des difficultés à avoir des enfants, on fait ce qu'on appelle, on mesure sa réserve ovarienne, sa réserve ovocytaire. Il y a les femmes qui ont des ménopauses à 35 ans et qui malheureusement voulaient un enfant. Comme l'âge de souhait d'enfant est retardé en ce moment, on se trouve avec des femmes qui ont un stock ovocytaire faible. Mmh. Alors, le don d'ovocytes, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le don de sperme parce que c'est
D'abord, profondément altruiste, en Oui. France, gratuit, anonyme, volontaire. Et bien sûr, il y a des femmes qui ont eu des chimiothérapies, qui sont devenues stériles, on n'a pas pu conserver leurs ovocytes parce que c'était trop jeune, qui ont des malformations, qui souhaiteraient porter une grossesse, hein. On ne va pas parler de l'adoption, c'est pas le même sujet. On a, alors, il faut savoir que ce don est quelque chose de profondément altruiste parce qu'il implique toute une démarche. Ça va être un traitement, d'abord tout un suivi préalable, des vérifications. Je peux rentrer dans le détail ou pas, ça va dépendre du temps qu'on a. Et le Bien don sûr. lui-même va vous prendre à peu près un mois avec des tas d'examens de contrôle, des effets secondaires dont Laurence Beneux vient de parler, mais que je peux détailler, qui ne sont pas négligeables et ça va impacter votre vie. Alors c'est formidable de donner ces ovocytes, mais on ne peut pas dire aux jeunes filles donner, bon, vous savez, tout le monde sait qu'en Espagne, les jeunes étudiantes reçoivent des sous pour donner leurs ovocytes et qu'il y a parfois des conséquences catastrophiques. Évidemment, les conséquences, on n'a pas le recul nécessaire, comme toujours en médecine, on a besoin de temps pour savoir si on fait des bêtises ou si on est juste. Donc, on n'a pas le recul nécessaire pour connaître l'âge de leur ménopause ou les conséquences gynécologiques, parce qu'on est en on time, on n'est pas dans le temps. Oui. Il y a eu en 2021 2600 tentatives d'AMP, de procréation, parce que c'est une fécondation in vitro, le don d'ovocytes, hein. On va mettre en culture l'ovocyte et le spermatozoïde et le replanter le réinsérer chez une autre femme. Il faut savoir qu'on a à peu près 2000 femmes en attente de don d'ovocytes et en 2022, parce que je n'ai pas eu les chiffres 2023, on a toujours du temps, il y a eu 990 femmes candidates au don, donc qui se sont proposées à donner. Donc c'est quand même déjà important. Mmh. Maintenant, la loi a changé. Alors, l'ovocyte, voilà, alors le prélèvement, vous comprendrez que c'est compliqué. Je ne sais pas si je dois Non, mais oui, expliquez-nous détailler le comment ça se déroulement du passe. don Ouais. d'ovocytes ou Oui. pas. Oui, Ce qu'il oui. faut savoir aussi, c'est que la loi de bioéthique a changé. Donc maintenant, on peut donner ces ovocytes à des couples de femmes homosexuelles, je ne suis pas homophobe, ou à des femmes seules. Mmh. Donc ça, il y a une demande qui Qui augmente. augmente, bien sûr. Parce qu'on sort un peu du cadre primaire de la femme qui avait une malformation ou une anomalie grave ou un cancer. Attendez, parce qu'on ouvre à des couples de femmes homosexuelles qui Qui veulent un enfant. qui veulent un enfant, mais qui sont elles-mêmes infertiles, ou c'est juste Oui, 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 oui. Mmh. Dans un couple de femmes homosexuelles, on peut imaginer que la femme a eu elle-même une anomalie ou Mmh. une Mmh. infertilité, D'accord. ainsi qu'une femme seule. C'est-à-dire que maintenant, alors la campagne, faites des parents, même si vous ne souhaitez pas être parent parce que vous êtes jeune, vous êtes étudiante, mais aussi vous avez droit à l'enfant. Mmh. Nous, en tant que gynécologue, c'est-à-dire que tout le monde a ce droit à l'enfant, Oui. que vous soyez marié, non marié. Et dans un couple, quand une femme est donneuse d'ovocytes, enfin se propose, la loi a modifié aussi, elle n'a plus besoin du consentement de son conjoint. Donc, elle peut le faire. Il faut savoir que, bon, on ne va pas rentrer dans les problèmes éthiques ou philosophiques, c'est une partie d'elle-même génétique, d'où toutes les contraintes qui vont se poser, parce que ça se fait au sein des CHU dans les CECOS, le centre de conservation des œufs et du sperme, et il y a quand même, l'agence de biomédecine fait des très belles campagnes de publicité sur lesquelles je me suis plongée grâce à Laurence Beneux, mais la réalisation en elle-même est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire, justement, expliquez-nous Bon, comment alors ça le se passe. déroulement, Oui. le déroulement, alors d'abord la femme se propose de donner, parfois elle a eu dans sa famille quelqu'un qui est concerné, mais Mmh. sinon elle est altruiste, c'est formidable. Elle va avoir des consultations nombreuses qu'on va essayer de regrouper parce que on va lui faire des certificats pour son boulot. Souvent, elle va manquer, elle va être en retard parce que ça implique quand même beaucoup de consultations. Donc, elle va voir le médecin responsable du sécos qui va déjà faire Mmh. un bilan de santé globale, un cariotype, c'est l'étude des chromosomes, une vérification infectieuse, une vérification si elle n'est pas porteuse de maladie, Oui. et puis elle va avoir un bilan gynécologique, une échographie, pour voir si son fonctionnement est suffisant. Oui. Une fois ce bilan, on va constituer un dossier, parce qu'en France, il y a toujours beaucoup de dossiers de dons d'ovocytes. Savoir aussi que récemment, depuis fin 2022, une femme qui donne ses ovocytes, on va la stimuler. Donc ça, je vais vous expliquer. Donc on va souvent avoir 10 ovocytes, ce qui n'est pas du tout. On va la stimuler, vous avez dit, hein, c'est ça?
Stimuler, on va Oui. lui donner des tas de produits. Mais elle peut en garder un peu en autoconservation parce que maintenant, une femme a le droit de conserver ses propres ovocytes pour sa propre fertilité ultérieure. Ça va être Mm. second. Bon, donc une fois tous ces bilans passés, elle va voir un psychologue pour être sûre qu'elle veut vraiment donner, puis elle va voir un gynécologue pour vérifier entre guillemets, sa normalité, sa faisabilité, enfin ce n'est pas une chose, Mm. et elle va enfin voir l'anesthésiste parce qu'il faudra qu'elle passe au bloc opératoire. Bon, une fois tout ça, on va décider du don en fonction de sa date de règle des disponibilités. Alors, le déroulement du don, c'est la première partie d'une fécondation in vitro. Donc, elle va recevoir, en fonction de son cycle, 2 sortes d'hormones. Ces hormones sont données par injection. Donc, soit c'est une infirmière, soit elle se fait les piqûres elle-même. Il y a toujours des réactions cutanées locales. C'est pas facile. Une première gamme, alors c'est un peu compliqué, ce sont des agonistes de LHRH, c'est une hormone sécrétée par l'hypothalamus. C'est pour favoriser la date prévue de l'ovulation. Bon, ensuite, elle va avoir ce qu'on appelle une stimulation. Donc là, ce sont des piqûres avec des produits qui miment les hormones que nous sécrétons, nous femmes, dans l'hypophyse. Ça s'appelle FSH, LH, ça stimule l'ovaire ou d'autres choses. Alors, à partir de ça, ce sont des piqûres quotidiennes. On fait ce qu'on appelle un protocole court, mais c'est quand même 6 à 12 jours de piqûres. Et il y a évidemment des prises de sang et des échographies pour vérifier à peu près toutes les 48 heures. Ça amène à peu près 4 Ah oui, échographies, 4 ou 5 prises de c'est sang. quand même très Ah très oui, lourd. Hein. Oui. alors, il faut qu'elle aille faire sa prise de sang tôt le matin parce qu'on doit avoir le résultat à midi. On fait l'échographie en général en début d'après-midi et comme ça, le médecin décide de la dose du lendemain. Enfin, tout ça est très codifié. J'ai des On- réactions en direct sur le live et certains me disent qu'ils connaissent cette procédure. Alors n'hésitez pas à nous dire hein, en direct sur le live aussi si vous avez vécu ce genre de choses. Mais en attendant, ils me disent aussi que ça peut faire énormément grossir, ça peut Alors, dérégler. justement, Ouais. j'y arrive parce que je termine le déroulement. Bien sûr, Une allez-y. fois qu'on a vu qu'il y a un nombre d'ovocytes suffisant qui sont à peu près à maturation, c'est-à-dire qu'il y a une taille, il y a un dosage, enfin tout ça, c'est nous qui faisons notre petite cuisine. Il y a une piqûre qui s'appelle le déclenchement de l'ovulation. Elle a lieu le soir et en fonction de ça, 36 heures après, il y a un horaire. Le surlendemain matin, la dame va au bloc opératoire parce qu'on va faire la ponction, cette fameuse ponction des ovocytes. Après, je vais vous détailler les effets secondaires. La ponction, ça se fait sous anesthésie générale ou locale, selon la dame. Il faut être à jeun, c'est comme une intervention. Il y a des risques comme tout risque chirurgical. Et ensuite, la dame doit se reposer, enfin, ou la jeune femme, 3 heures, doit être accompagnée. Bon, elle ne peut pas travailler ce jour-là. Il y a même des anesthésistes. Donc, il y a tout un bilan anesthésique, thromboembolique, voilà. Donc, alors, il faut savoir aussi qu'elle doit absolument avoir une contraception parce que cette stimulation de l'ovulation fait que, Elle est si ultra jamais elle a un fertile. rapport, Ouais. elle peut être enceinte. Ouais. Il y en a même qui posent des stérilets pendant la ponction de l'ovulation. Enfin, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, quand on prend des hormones comme ça n'est pas sans effet, parce que ce n'est pas physiologique, c'est une super ovulation. Mm, C'est ce que écrivent toutes les femmes qui font des fonctions in vitro, des fivettes. mm, Mais quand elles font des fivettes, elles veulent absolument un enfant, donc elles sont prêtes à tout. Là, il mm, s'agit de donner. mm. Elles- je ne sais pas si on les prévient assez. Donc, elles gonflent, elles ont souvent mal au ventre, elles peuvent avoir des petites pertes de sang. Et c'est pas très confortable, parce que le ventre est très gonflé, toutes les femmes le racontent. Euh, les risques. Le gros risque, c'est l'hyperstimulation ovarienne. C'est-à-dire qu'une fois le déclenchement de l'ovulation est fait, parfois, il y a des ovaires, surtout quand la femme est jeune et fertile, qui hyper réagissent. Donc, les ovaires vont gonfler et la femme va être mal. Ça, on la prévient parce que parfois, ça nécessite même une hospitalisation. Il y a des risques d'acide, alors de liquide dans le ventre. Il y a des risques thromboemboliques. On a vu des risques d'embolie pulmonaire. On n'a malheureusement pas les réelles statistiques, mais il y a eu des cas très graves. Et on a beaucoup de mal en France à avoir exactement les statistiques. On dit qu'il y a au moins 3% qui doivent être hospitalisés et il y en a 15 à 20% qui se sentent mal, qui doivent être en arrêt de travail pendant quelques jours. Bah, Et soyons clairs, il y en a même qui meurent. Hein, alors, c'est potentiellement, il y a eu des morts. il y en a eu.
Il y en a eu, bien sûr, on ne va pas le raconter. Je n'ai pas les chiffres exacts, donc moi, en tant que médecin, je reste très. Mais je sais qu'il y en a. L'hyperstimulation peut être très grave. Heureusement, c'est rare, mais de toute façon, la femme ressent une gêne et une pesanteur. Alors, l'hyperstimulation, c'est des violentes douleurs abdominales, une difficulté à respirer, des difficultés à uriner. Enfin, souvent, il faut l'hospitaliser et des troubles de la coagulation. Donc, il faut vraiment faire attention. Bon, ça, c'est quelque chose qui est ennuyeux. Il y a des risques de la ponction qui ne sont pas négligés. Cette ponction ovarienne, elle se fait maintenant par voie vaginale. Donc, en général, sous contrôle échographique, tout se passe bien, mais c'est quand même traumatique. Il y a un risque anesthésique, il y a un risque, premièrement, de saignement, ce qu'on appelle l'hémopéritoine. Donc, on peut saigner dans le ventre. Bon, on doit agir tout de suite. Et puis, un risque infectieux qui existe. Donc, on a vu des abcès de l'ovaire. Enfin, voilà. Ces risques, fort heureusement, sont graves, mais il faut prévenir les femmes. Enfin, tout ça pour dire que la jeune femme qui donne, ben, c'est pas rien. Bien sûr. C'est formidable. Elle s'engage dans un processus. On ne peut pas donner souvent. Et alors, moi, en tant que gynécologue qui me suis beaucoup occupée d'infertilité pendant ma carrière, je peux dire que ces ovocytes dont nous parlions au début, on ne connaît pas le capital de chaque femme. Donc, une jeune fille qui donne, on va lui faire éclore au moins 10 ovocytes. Bon, ça fait 10 cycles, ça fait presque une année d'ovocytes. Admettons qu'elle ait un potentiel ovocytaire faible, ça réduit un peu ses chances. Mais bien sûr, ce n'est pas correct d'en parler, mais on doit le dire, puisqu'on a des femmes qui ont eu 3, 4, 5 Mais sessions. si elle avait eu ces 10 cycles de toute façon, les chances seraient parties, entre guillemets. Plus tardivement. On les fait juste éclore en même temps. Ah oui, d'accord. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'une femme qui ovule normalement, elle a un ovocyte par cycle, par mois, D'accord. grosso modo. Là, on en fait sortir 10 d'un coup. D'accord, donc on fait perdre un an, à peu à près. peu près. Oui. Alors, si la femme a des milliers d'ovocytes, c'est formidable. Si elle en a peu, ça peut éventuellement obérer la fertilité ultérieure. C'est tout. Ouais. Non, mais allez-y, Laurence. Ce qui ressort quand même, parce qu'il y a des témoignages, bon, évidemment, c'est les gens avec qui ça s'est pas bien passé, hein, souvent qui témoignent et qui disent plus jamais ça. Bon, d'ailleurs, qui expliquent qu'ils n'étaient pas du tout, qu'ils s'attendaient pas à une telle douleur, enfin, à tout ça, mais surtout, elles disent qu'elles ont été extrêmement mal informées. Ce qui revient quand même, c'est un manque d'information. Et on parlait de l'Espagne tout à l'heure, d'ailleurs, il y a une jeune femme qui a été à ça de mourir. Parce que quand on parle il faut savoir que les mots Pérez, en gros, c'est une hémorragie. Hein. Donc, si elle est petite, ça va, mais si elle est grosse, ça va plus. Elle milite maintenant contre l'interdiction du don d'ovocytes parce qu'elle a été à un cheveu de mourir. Et il y a eu des morts, c'est comme ça. Et surtout, il ressort que l'information, on n'informe pas du tout ces jeunes femmes des risques qu'elles encourent. Et moi, ce qui m'a frappé dans cette dernière campagne de l'Agence de biomédecine, c'est que on cible les étudiantes, donc des très jeunes femmes. Et c'est un autre médecin, Nicolas Théa, on en parlait hier avec le docteur Christinu, parce qu'on a un petit peu préparé l'émission d'aujourd'hui, m'a expliqué qu'il y avait les risques, il y avait des risques d'effets secondaires qui étaient plus importants. Plus on est jeune, en gros, plus certains risques sont importants. Voilà. Par contre, évidemment, ils aiment bien les jeunes parce que les jeunes donnent plus. Oui, d'accord. Mais je peux me permettre une remarque. Il est évident que les médecins du SECOS ont besoin de donneuses, donc vont minimiser les risques et ne vont pas prévenir. Enfin, ils vont être très laconiques, je reprends ce terme, sur les effets secondaires. Et il est évident que plus la donneuse est jeune, plus meilleurs seront ses ovocytes et plus on aura de stock. C'est tout. Donc, dans le but de recevoir des dons, on minimise les effets, de même que la campagne actuelle de biomédecine, qui est un peu tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, bien sûr. Alors, 2 questions. D'abord, la première, docteur, j'imagine que si vous êtes intéressé à ce sujet, c'est que vous avez dû avoir des patientes peut-être qui étaient concernées. Est-ce que vous avez eu des patientes que vous avez suivies directement et quelles étaient justement leur situation ?
Oui, eh bien, écoutez, j'ai eu des patientes qui avaient eu des graves soucis ovariens et qui étaient en demande de don d'ovocytes. Heu, le don j'ai notamment Donc qui l'exemple était d'une dans la femme. place de la receveuse, donc c'était plutôt, du côté entre guillemets «positif» du La don. femme Mmh. receveuse avait, je donne un exemple très précis, j'en ai eu plusieurs. À l'époque, les demandeuses d'ovocytes allaient à l'étranger. Car, c'est vrai que les listes d'attente sont très longues en France et cette mise en place du don d'ovocytes n'est que assez récente. Mmh. Jusqu'à très récemment, une femme n'avait pas le droit de vitrifier en France ses propres ovocytes. Ça, c'est depuis fin 2022, enfin, c'est très récent tout ça. J'ai eu des exemples, elles allaient à l'étranger en payant et je me souviens bien d'un exemple d'une femme receveuse qui était une femme remarquable. Sa sœur, qui n'avait pas d'enfant, mais avec laquelle elle était très proche, voulait donner ses ovocytes, puisqu'elle Mmh. était concernée par le problème. Et évidemment, ça n'a pas pu se faire en France, puisqu'en France, on n'a pas le droit de donner, même si, alors on peut venir avec une amie, mais le don ne sera jamais direct. Sa sœur voulait Ah oui. donner pour des raisons justement génétiques, familiales, d'appariement. On essaye. Alors, dans ce don d'ovocytes, il y a maintenant une nouvelle loi pour le recours aux origines de l'enfant qui est né, et ben on essaye d'apparier au niveau groupe sanguin, couleur des, enfin ethnie, Mmh. couleur des cheveux, couleur des yeux. Alors finalement, elles se sont heurtées à des tas de difficultés. Elles sont parties en Belgique, bon, et cette femme a eu un don d'ovocytes de sa sœur, tout à fait réfléchi, et j'ai suivi ensuite la femme et l'enfant, et ça s'est mieux passé pour elle parce qu'au moins elle avait, c'était quelque chose, c'était un don, un Mmh. véritable don Oui, altruiste entre deux sœurs. oui. Maintenant, j'ai peu d'exemples, parce que c'était assez difficile, de femmes qui ont reçu des dons d'ovocytes en France. J'en ai 2, bien sûr. Ça n'est pas facile pour elles, pour les receveuses non plus. Oui. Ouais. Et puis, il faut aussi préciser, c'est que on dit que c'est gratuit, enfin, donc en France, oui, Oui. c'est gratuit. Il faut quand même préciser quelque chose, c'est que si vous êtes receveuse, mais que vous venez avec votre donneuse, vous attendez moins longtemps. Mmh. C'est On est évident. d'accord, docteur Crestino? C'est-à-dire, vous d'un seul coup, votre On dossier monte rentre au votre sujet de la dossier pile. sur la pile. C'est ça. Donc, c'est gratuit. Mais enfin, si vous venez avec votre femme de ménage ukrainienne, voyez-vous, Mmh. vous remontez, qui va accepter de donner des ovocytes, vous remontez au-dessus de la pile. Ce qui se passe après, enfin, sur la Oui. gratuité, bon, Oui, en gros, si vous avez payé, on n'est mais pas, en dehors du voilà. contrat, «médical» entre guillemets, eh bien, ça ne se voit pas et eux, ils sont tranquilles. Exactement. Ouais. On n'est pas très Et Voilà. puis regardant et et puis il y a autre précisons chose. aussi, puisque là vous parliez de partir à l'étranger, que j'imagine que s'il y en a qui partent à l'étranger, c'est parce qu'il y a peut-être aussi d'autres pays qui rémunèrent les personnes donneuses, comme ça se fait en tout cas aux États-Unis. Et Ouais. donc il est plus facile d'avoir accès à ce genre de, entre guillemets, «produits», C'est très clair. voilà. Autre question, vous commencez à le dire, donc là on est bien d'accord qu'en fait il s'agit du patrimoine génétique de la donneuse? Donc en fait, il y a le patrimoine génétique de la donneuse qui se retrouve dans la receveuse, on est bien d'accord, hein? C'est après On est bien d'accord. l'enfant est aussi issu du patrimoine de cette donneuse. Donc c'est vrai qu'il Ah y a bah, aussi il est toute une recherche de l'enfant après, je pour m'excuse, j'ai un je vous en bruit, prie. je sais pas quoi faire. Excusez-moi, Non, non, mais c'est j'ai pas grave. Alors, si on m'appelait. il y a il y aura toute une recherche aussi de l'enfant. Est-ce qu'il pourra savoir, qui a été la donneuse et cetera ou pas? Parce que finalement, il aura Alors i qui réexpliquez-nous parce que je suis pas forcément très fort sur cette question-là. alors, il y a Qu'est une Ouais. nouvelle, loi, et il y a une commission. Je m'excuse, vous me voyez? Parce Oui, que oui, tout à mon fait, on vous voit, on c'est vous la voit. nuit. Bon, Ouais. alors, il y a une commission qui a été créée, je vais vous dire le nom, la CAPAD, voilà, excusez-moi. La commission d'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs, CAPADD. Cette commission qui est placée auprès du ministère de la Santé permet aux personnes ayant donné leurs gamètes. Alors, depuis le 1er septembre 2022, elle figure sur ce registre et les enfants nés de dons auront accès à leur identité. Mmh. Les personnes qui ont donné avant le 1er septembre 2022 peuvent se manifester pour soit
être présente sur ce registre ou ne pas l'être. Mmh. C'est selon leur choix. Il est bien évident que l'enfant a la moitié du patrimoine génétique de la donneuse. Donc, nous, on se retrouve. Alors, par contre, ma carrière de gynécologue, j'ai souvent été devant des jeunes femmes. On demande les antécédents. Elles me disent, je ne sais pas, je suis adoptée. Ou maintenant, nous avons des enfants, je ne sais pas, Mmh. puisque je suis née sous X ou je viens d'un donneur. Donc, Mmh. on vient de changer cette loi pour avoir accès à ses origines, sans la moindre filiation, parce qu'il y a des graves problèmes de filiation. Donc, les Mmh. parents sont la femme qui a porté l'enfant. Mais le patrimoine génétique, il est de la donneuse, Il y a de la donneuse et du père. évidemment. Mmh. D'accord. Donc finalement, la mère porteuse, elle ne donne pas son patrimoine génétique, pas du tout. Ben non, puisque c'est l'ovocyte de la donneuse. Mmh. Mmh. D'accord. Elle n'a, donc et c'est bien pour ça que le problème de la non-connaissance est grave pour ces enfants et qu'on fait quand même des tests à cette donneuse pour être sûr qu'elle n'est pas porteuse d'une maladie génétique grave. On essaye d'apparier même les groupes sanguins, parce que l'enfant, c'est toujours la même histoire. D'où viens-je? Oui, tout à fait. D'ailleurs, je voulais vous demander, et ce sera ma question de la fin, est-ce que vous considérez qu'il y a des questionnements éthiques, par exemple, génétiques également, gynécologiques également, qui sont les mêmes que ceux de la GPA, avec ce don d'ovocytes? Il y a pour moi des questionnements éthiques, philosophiques et gynécologiques. Et le don de gamètes, on a l'habitude du don de sperme depuis fort longtemps. On a réalisé depuis quelques années la difficulté de ce don anonyme pour le devenir des enfants, Mmh. qui sont en recherche de racines, évidemment. Oui. Il y a des pays qui interdisent le don d'ovocytes. En Allemagne et en Suisse, par exemple, c'est interdit. Oui. 40% des dons d'ovocytes de l'Europe ont lieu en Espagne, rétribués. Oui, Je ne parle pas des États-Unis. parce que c'est rétribué. Oui, Oui. absolument. Avec des jeunes étudiantes qui ont besoin d'argent. Oui, c'est ça. Donc ça pose beaucoup de questions. En effet, vous Je ne l'avez voulais dit. pas rentrer dans l'éthique, mais évidemment, c'est très problématique pour moi parce que j'ai eu des jeunes qui étaient désespérés de ne pas avoir droit à connaître leurs origines. Oui, oui. On voit en tout cas que il y a une série de questions, vous l'avez dit, gynécologiques, puisqu'il y a les dangers, hein, du don et c'est pas forcément facile, vous l'avez dit, pour les receveuses. Il y a cette communication qui est pour le moins limitée, si ce n'est mensongère, autour de cet appel au don, d'ovocytes. Et puis, Il y a la recherche des racines qui est empêchée. Donc il y a beaucoup, beaucoup de questions, c'est pourquoi, aujourd'hui, on a pris le temps de parler d'un sujet un peu dont personne ne parle. Il n'y avait pas de sujet là-dessus, à part Laurence Beneux. Et merci à vous, docteur Crestinu, et d'avoir puis, pris le temps de discuter. Oui, Laurence. puis juste aussi une dernière chose, parce Oui. que il y a un petit côté aussi essai thérapeutique à ciel ouvert, parce que on n'a pas aujourd'hui, il n'y a pas de recul. Donc, on n'a pas la moindre idée, en fait, de ce que ça donnera, ces prises d'hormones massives pourront avoir comme effet secondaire, et on sait que c'est pas anodin, hein, de manger des hormones, dans Bah, bien 20 ou sûr. 30 ans. Mmh. Ça, c'est un peu le même problème que pour les traitements de la transsexualité, la GPA, tout Ouais. ça. C'est des femmes qui prennent de grosses quantités d'hormones, enfin des traitements qui ne sont pas naturels du tout. Et on ne sait pas si on n'aura pas une épidémie de cancer ou de je sais pas quoi. Voilà, c'est dans 20 ou 30 ans. Mmh. Mais Au sein de, ouais. au sein de cette population, je veux dire. Laurence, pour le moment, on est bien d'accord qu'en France, il ne s'agit pas d'un business, hein. Il n'y a pas un business caché derrière, en France. Officiellement, non, il y a de la recherche. Mmh. Mais parce que, ah oui, il faut bien savoir aussi que tous les ovocytes, quand on dit fête des parents, non, ça c'est pas seulement fête des parents. C'est aussi, il y a une partie des ovocytes qui sont, qui vont effectivement servir à des dons pour des couples stériles, mais il y a aussi toute une partie de ces ovocytes qui vont servir à la recherche. Et d'ailleurs, le docteur Christinu me disait hier, parce que je ne le savais pas, pour ceux qui veulent conserver en même temps leurs propres ovocytes, puisqu'il y a un risque sur leur fertilité, Oui, elles ne peuvent le faire que si elles ont donné plus de 10 ovocytes. oui. Ce que j'ignorais, c'est-à-dire que si vous donnez moins de 10 ovocytes, vous n'avez pas le droit d'en garder pour vous-même Oui, c'est ce- dans ce un cadre-là. drôle de Et contrat, ouais. après, officiellement, c'est gratuit. Mais comme je le disais, à partir du moment où, si, dans les fêtes, si vous venez avec votre donneuse sous le bras, vous passez avant les autres, bon, bah,
on dit que c'est gratuit, mais vous voyez, pour une sœur qui veut donner ses ovocytes, je vous dis, il va y en avoir combien? Je veux dire, on peut payer les gens en dessous de table, on ne contrôle pas et puis on n'en Mmh. parle pas et puis voilà quoi. Mmh. Docteur C'est-à-dire, la Christine, juste, gratuité, ouais. c'est toujours le petit côté rassurant, machin, quand on a envie de faire quelque éthique entre guillemets de la France qui jusqu'à maintenant gardait ce côté gratuit à l'inverse par exemple des États-Unis et c'était censé être notre modèle et notre garantie aussi de chose. rester dans une santé éthique. Docteur Christinus, si vous avez peut-être quelque chose à ajouter juste sur cette partie Oui, oui, non, mais business entre guillemets. d'abord, je vous remercie de m'avoir invité sur ce sujet. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur l'éthique. Alors, les patientes sont prises en charge. Ce qu'il faut savoir, c'est que le don d'ovocytes ne peut pas se faire dans une arrière-cuisine. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de transfert d'argent, à part des passe-droits ou des facilités, comme vient de le dire Laurence Beneux. Mmh. Il faut savoir que sur Internet, sinon, vous trouvez tout pour de l'argent Mmh. au niveau fertilité. Donc, des femmes seules, des couples homosexuels, je vous dis, peuvent très bien se débrouiller sans aller à l'étranger pour avoir des dons de sperme, tout ce qu'on veut, parce que c'est tellement plus facile. Le don d'ovocytes nécessite une structure médico-chirurgicale. Donc, Mmh. pour l'instant, on ne peut rien faire. Mmh. Mais on peut le faire facilement en payant très, très proche de nos frontières. Mmh. Et alors, nous gardons une certaine éthique, mais enfin, elle est très discutable. Oui, elle est Je ne discutable veux pas m'aventurer, ou mais j'ai vu hypocrite au cours de ma potentiellement. carrière Ouais. des tas de femmes qui savaient très bien se débrouiller. Alors, en fonction de leurs moyens, on choisissait le pays. Mmh. Puisque vous avez parlé des États-Unis. Aux États-Unis, on peut tout faire, c'est juste beaucoup plus cher. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Mmh. Oui, oui, c'est ça. Mais par contre, Laurence Bonet a donné l'exemple de l'Ukraine, qui est, à mon avis, Oh, bah, l'Ukraine a été une grande, grande, grande un grand plateforme pays de. où il y Oui. avait beaucoup de femmes Mmh. porteuses de dons. Actuellement, c'est très complexe parce que leurs hôpitaux ne sont pas en état. Bien sûr, bien Mais sûr. vous avez la Crète ou enfin, la Slovaquie, il y a beaucoup d'autres pays où ça se passe. Mmh. Oui, et puis on exporte des femmes ukrainiennes en Grèce, par exemple. Mmh. Bien sûr. Ouais. Bon, enfin, tout ça n'est pas fini. En tout cas, merci beaucoup d'avoir sonné l'alerte, Laurence Beneux. Et vous, docteur Christinu, merci beaucoup pour ce témoignage très, très fort. Mais il était important d'en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans le sanitaire, vous l'avez compris, chers auditeurs. On a parlé du sang contaminé, puisque Rishi Sunak en a parlé. On a fait un grand discours et c'est très bien. On a pris le temps aussi d'analyser ce qu'il a dit. On parle de ce qui se passe au niveau européen avec la vaccination et le contrat d'Ursula von der Leyen. Et maintenant, les dons d'ovocytes. Et c'est pas fini, puisqu'on va parler des chroniques d'Athanazik. C'est une journée à thème, mais c'est comme ça, c'est l'actualité qui veut ça. Et nous, on suit cette actualité et surtout, on ne s'empêche de parler d'aucun sujet, surtout ceux dont personne ne veut parler. Merci beaucoup, Dominique Christinu. Merci beaucoup,